Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel événement qui est organisé et proposé dans le cadre du Festival culturel universitaire, qui est coordonné par la Direction de la culture et de la culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, depuis le 24 mars dernier, nous explorons le thème des mythes. Donc, ce soir, vous allez voir, justement, on va pouvoir assister à la finale du concours d'éloquence qui a été imaginé et puis piloté déjà depuis de nombreuses semaines par l'association ELP Éloquence Porte-Voix de Sciences Po Grenoble. Et vous allez voir, du coup, que l'ensemble des candidats vont aussi vous parler autour de thèmes, autour de la thématique des mythes. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous dire que le festival il dure encore 2 jours, donc il reste encore quelques événements, n'hésitez pas à y participer, notamment mardi 30 mars, de 18h à 23h, ce sera la dernière occasion pour aller vous rendre sur le musée imaginaire des étudiants, qui est un espace virtuel qui a été imaginé avec le musée de Grenoble, et dans lequel vous allez pouvoir aller à la rencontre de 9 médiations artistiques étudiantes, dans un univers justement un peu assez original, puisque vous vous promenez dans un univers un peu à la manière de jeux vidéo avec un avatar, et donc à la découverte de ces créations. Et puis, pour clore en beauté le festival, mercredi 31 mars à 19h, eh bien, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'UGA, de Ève et de l'Ouvre-Boîte, puisqu'on va vous proposer un concert qui a été capté dans les conditions du direct à Ève il y a quelques jours. Et ce concert sera donc proposé par Alderan, qui est un étudiant artiste de haut niveau également à l'UGA, et qui va vous plonger dans son univers musical psytrance. Donc voilà, donc, on va vous amener un concert à la maison. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis vous retrouvez dans tous les cas les autres événements et l'ensemble des événements qui restent sur le site culture de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, donc avant de laisser la main à Julien Dreveton, qui, du coup, de l'association ELP Éloquence, qui va vous présenter et animer le reste de la soirée, je laisse la parole à Marie-Christine Bordeaux, qui est vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle finale et surtout, je souhaite une très bonne chance à l'ensemble des candidats. Merci Julien. Alors avant de passer la parole à l'autre Julien, Julien Dreveton, que je félicite chaleureusement pour l'organisation de ce concours, pour avoir tenu bon dans cette période compliquée, et puis pour son professionnalisme, on peut le dire, dans la gestion de cet événement. Alors il est organisé dans le cadre de la 15e édition du Festival culturel universitaire autour du thème des mythes. C'est la première fois que dans ce festival, on a un concours d'éloquence, concours qui associe des procédés oratoires, la mise en scène d'un discours, la défense d'un point de vue. Et nous sommes vraiment ravis de cette initiative, une initiative étudiante proposée par l'association Éloquence de Sciences Po Grenoble. Et c'est l'essence même de ce festival, de réunir autour d'un événement fédérateur tous ceux qui font la culture dans l'Université Grenoble-Alpes. Ceux qui font la culture, ce sont les étudiants, les doctorants, les enseignants-chercheurs, les personnels et également la direction de la culture et de la culture scientifique qui était à vos côtés pour cette organisation. En particulier, j'ai plaisir à citer Mathilda Fiorello, qui est étudiante en stage et qui, au stress habituel de l'organisation d'un festival, sait gérer très bien et avec le sourire le stress d'un événement qui se déroule sur Zoom ou, comme au musée, en mode virtuel. Alors, avant cette finale qui nous réunit ce soir, il y a eu plusieurs phases qui se sont déroulées. Tout d'abord, une masterclass organisée à l'Est, l'espace scénique transdisciplinaire, donc un des lieux culturels de l'Université Grenoble-Alpes, et avec tout le talent du comédien et du metteur en scène Benoît Olivier. Il est également membre de notre jury. Et cette masterclass a porté sur la communication par le corps, la présence corporelle et également la voix. Et 8 étudiants ont pu profiter de cette masterclass, dont certains sont finalistes. Et puis, une phase de sélection qui s'est également déroulée à l'Est et au cours de laquelle il y a eu 14 étudiants qui ont été auditionnés sur la base de discours qui traitent des mythes antiques.
Et donc ce soir, ce sont 8 finalistes qui participent, alors pour certains et certaines, pour la première fois à un concours d'éloquence. Donc je salue voilà, leur dynamique et leur courage, parce qu'il faut le faire devant un jury et devant un public, c'est difficile, mais on sait à quel point le public est porteur dans ce genre d'événement. Et donc, vous allez devoir rassembler une énergie supplémentaire en imaginant ce public et tous les émotions qu'il va vous envoyer. Ben, écoutez, on va vous les envoyer de manière un petit peu plus distanciée et virtuelle. Alors, merci et bravo à vous pour avoir organisé cet événement. Je suis ravie d'être avec vous. Je remercie chaleureusement Cécile Lignereux d'avoir accepté de participer au jury. Et ce que nous faisons ensemble, eh bien, c'est un peu ce que nous essayons de faire toute l'année. C'est-à-dire que nous sommes côte à côte, étudiants, artistes, enseignants-chercheurs et direction de la culture. Nous sommes ensemble pour produire la culture à l'université. Bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour ces mots, Madame Bordeaux. Merci encore à Julien et Mathilda de l'Ouvre-Boîte pour leur efficacité dans l'organisation de ce concours. Merci aux autres membres du bureau de LP Éloquence qui ont participé aussi à l'organisation. Vous l'avez rappelé, organiser des événements en ce moment, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. C'est pour ça qu'on est d'autant plus content de se retrouver ce soir autour de l'éloquence. En effet, le plus important ce soir, ce sont les discours de Clémence, Solène, Camilla, Baptiste, Moïra, Noémie, Manon et Marie-Sara. Comme vous l'avez rappelé, après une phase de sélection, nos finalistes ne sont plus que 8 pour une soirée consacrée aux mythes modernes, aux mythes qui vivent encore de nos jours. Et pour juger ces discours, je vais vous demander à toutes et tous de gigoter les mains bien fort pour les membres du jury, à commencer par Cécile Lignereux. Elle est enseignante-chercheur en langue et littérature française et plus précisément, et entre autres, elle enseigne un cours sur la rhétorique. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà croisé à la masterclass, vous l'avez peut-être déjà croisé dans le jury de Loquentia. Il est comédien, metteur en scène, auteur, formateur et bien d'autres choses. Celui qui se définit lui-même comme un horticulteur de mots, Benoît Olivier, est là ce soir. Merci à lui de s'être libéré en ce jeudi soir. Et enfin, la dernière membre de ce jury, vous l'avez déjà entendu en introduction, il s'agit de Marie-Christine Bordeaux, enseignante-chercheure et vice-présidente culture et culture scientifique de l'UGA. Merci à vous aussi d'être présente. Dernier détail technique, avant de passer directement au premier sujet, avez-vous rencontré le prince charmant? Donc nous allons écouter les 4 premiers discours, ensuite il y aura une pause de 15 minutes, viendront alors les 4 derniers discours et enfin la délibération finale. Chaque discours devra durer entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30. Lorraine assurera le chronomètre et elle fera signe aux participants, aux participantes quand vous arriverez à 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de parler, c'est juste une indication pour vous pour savoir que vous êtes à 5 minutes. Merci à tout le monde de bien maintenir son micro fermé quand vous n'avez pas la parole pour ne pas que Zoom braque la caméra sur vous alors qu'un discours est en cours. Écoutez, je pense qu'on est bon pour les détails techniques. Si vous avez un problème, criez très fort, mais par contre, fermez le micro. Non, envoyez-moi un message si vous avez un problème. On va commencer directement par le tout premier sujet. Avez-vous rencontré le prince charmant? La positive sera assurée par Clémence Monville et la négative, Solène Bajard. Alors, Solène, prépare-toi et Clémence, tu peux allumer ta caméra, ton micro. Avez-vous rencontré le prince charmant à la positive? On t'écoute quand tu veux. Merci. Un bon... Pour une finale d'un festival sur les mythes, chers téléspectateurs, je suis persuadée que vous attendez qu'on parle d'Hercule, d'Olympe, de Persée ou d'Ulysse. Mais je vais vous décevoir, je suis désolée. ELP, pour mon premier discours, devant plus de 3 personnes, sans compter mon papa et ma maman, m'a essayé de me taquiner et m'a demandé de parler du prince charmant, un tout autre mythe à mon sens. Spoiler alerte, j'ai rencontré le prince charmant. Vous allez me dire, waouh, t'es super chanceuse, comment t'as fait? Mais je vous annonce d'avance, c'était pas folichon. Laissez-moi donc vous conter l'histoire de ce pseudo-conte de fées. Déjà, ça n'a pas très bien commencé dans le sens où il est arrivé dans un bus de la RATP, beaucoup moins glamour que le fameux cheval blanc dont on parle régulièrement. Mais bon,
Tout était là pour me faire croire au conte de fées. Il voulait m'épouser, me suivre peu importe l'endroit du monde où je me trouverais, et on avait même décidé du nombre de bébés que l'on voudrait. Mais, un beau soir confiné, mon téléphone a sonné. Je te quitte, bébé. Clémence, pour ses 21 ans, est la plus triste des enfants. Elle se retrouve sans amant, qui a foutu le camp. Pourquoi déjà? Ah bah oui, je sais pas, il n'a pas donné d'explication valable. Alors moi, en quête d'explication, je suis allée le retrouver quelques mois plus tard, mon ex-prince charmant. J'y vais, sapé comme jamais. Et lui m'affirme, droit dans les yeux, en toute honnêteté, que je provoque la mort de mes proches. Spoiler alerte, j'ai rencontré le prince charmant, mais vous savez quoi? C'est un gros con. Mais si nous nous concentrons sur ce que mon prince charmant nous dit, c'est vrai, vous ne trouvez pas? J'ai une tête de sorcière, non? J'ai une tête à envoyer des sorts vaudous la nuit. Et puis de toute façon, vous avez vu les cernes que j'ai, c'est forcément parce que je transperce des poupées vaudou tous les soirs et toute la nuit, non? Clémence, 22 ans, est à la recherche d'un nouvel amant. La question est, comment rencontrer le prince charmant en 2021? Comment rencontrer l'amour? Comment rencontrer de nouvelles personnes alors qu'après 19h, il faut nous calfeutrer, que nous devons respecter les gestes barrières et que, Français, Françaises, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, les cinémas, les opéras, les théâtres resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Mes amis, ne désespérez pas. Nous allons trouver notre prince charmant et j'ai une solution pour ça. Tinder. Je vous vois là, vous faites les têtes de choqués. Quoi? Clémence Mambille est sur Tinder? Eh ben oui, dernière nouvelle. Mais faites pas les innocents, parce que Tinder, depuis très récemment, a connu une augmentation de 42% de ses chiffres et de fréquentation. Donc je vous vois là, vous aussi vous y êtes. S'aventurer sur Tinder est quelque chose, je peux vous le dire. On swipe à droite, on swipe à gauche en fonction. Et là, bingo, it's a match. L'excitation monte. Sera-t-il le bon? Sera-t-il celui qui fera battre mon cœur? Mais tout bon aventurier qui sait s'aventurer sur Tinder a fait la rencontre d'une espèce un peu particulière. Le blaireau. Le blaireau se glisse sans crier garde dans vos messages privés et là, il vous fait regretter très très vite, mais vraiment très très vite, d'avoir swipé à droite et de l'avoir liké. Si vous voulez, je peux vous donner des petits exemples de blaireaux que vous pourriez croiser sur Tinder. Il y a d'abord celui qui vous donne des rendez-vous très romantiques à 22h30 au parc Paul Mistral. Celui qui, après avoir bu une bière ensemble, en respectant les gestes barrières, Monsieur Véran, ne vous inquiétez pas, il vous explique, tel Christian Grey, qu'il aimerait bien se faire fouetter dans la chambre rouge à l'arrière de sa maison. Ou sinon, celui qui a des difficultés avec la notion de consentement et qui veut à tout prix, mais vraiment à tout prix, vous envoyer la photo de son engin pour que vous puissiez en juger de la taille. Ou encore, celui qui a menti sur sa photo, c'est rajeuni de 10 ans et qui, dès le premier date, donc ça veut dire, je sais pas, ça fait 10 minutes que vous connaissez, vous parle d'enfants, bébé, mariage, adoption du chien et surtout de la couleur du monospace que vous allez acheter dans 3 mois. Spoiler alerte, Clémence Monville a rencontré le prince charmant, mais vous savez quoi? Je suis bien mieux sans. Car oui, très grande nouvelle, mesdames. Très grande nouvelle pour les princesses, parce qu'entre nous, toutes les femmes sont des princesses et toutes les femmes sont belles. Donc, en tant que belles princesses, nous avons le droit de trouver un prince charmant. Mais, mesdames, on est bien mieux sans. Pourquoi aller s'embêter avec eux? On est encore bien mieux sans. Alors oui, j'ai rencontré le prince charmant, mais vous savez quoi? Je suis bien mieux sans lui. Et c'était vraiment pas ouf. Alors, profitons de notre vie sans eux. Doum doum doum. Messieurs, si vous souhaitez déposer des candidatures pour le poste de prince charmant de Clémence Monville, veuillez justifier votre candidature par lettre de motivation et CV au 06 26 10. Bravo Clémence
pour ton discours et pour ta super énergie. On va tout de suite du coup passer au second discours de la soirée. Avez-vous rencontré le prince charmant à la négative? C'est donc à Solène Bajard de passer. Avez-vous rencontré le prince charmant à la négative? Solène, on t'écoute. Du haut de sa tour HLM, Mia pense à la personne qu'elle aime. Alex occupe toutes ses pensées. Drôle, tendre et attentionné, Alex est honnête et déterminé. Bon, parfois relou, maniaque et un peu borné, elle aime pourtant dans son entièreté. Elle aime ses caresses, son odeur, ses lèvres sur son corps, si près de son cœur. Du haut de sa tour HLM, Mia attend la personne qu'elle aime. Elle l'attend, l'entend arriver. Alex pousse la porte, pose ses clés, fait vadinguer ses talons. Elle est si belle avec ses cheveux blonds. Vous êtes programmé, ou plutôt devrais-je dire, vous avez été hacké, piraté. Ce programme informatique qui parasite nos inconscients, c'est le mythe du prince charmant. Il nous aveugle, il manipule nos perceptions. C'est lui qui vous a murmuré à l'oreille. Alex est sûrement un garçon. Car c'est le schéma de l'ensemble de nos récits et de nos contes d'enfance. Un homme et une femme. Moi, j'ai pas rencontré le prince charmant. Mon truc à moi, c'est les princesses. Et ça, le prince charmant, il n'est pas très d'accord. Car ne vous méprenez pas. Le mythe du prince charmant ne se limite pas simplement à la description de l'homme providentiel. Il nous montre la marche à suivre pour une vie réussie, mais surtout acceptée et valorisée socialement. Le schéma, vous le connaissez tous. Un homme beau, fort, intelligent, courageux, intrépide, riche et puissant. Une femme. Ah, une femme. Belle. Très belle. Si on suit ce raisonnement, la gente féminine ne constitue pas la moitié de l'effectif de cette planète. Alors on pourrait se moquer de la banalité d'une telle histoire, celle du mariage entre un homme et une femme dont l'amour serait éternel dans le mariage. On pourrait, oui. Et pourtant ce mythe n'est pas simplement naïf et niais. Il est dangereux. Il est dangereux car nous sommes les esclaves de ces représentations. Le prince et la princesse charmante sont pour nous des dieux que nous chérissons. Nous les adorons et à travers eux, toutes les normes sociales qu'ils incarnent. Ils nous disent, voilà le modèle qu'il faut suivre si tu veux plaire. Mais quelle puissance! Mais quelle emprise! Quel pouvoir ils ont sur nous! Vous allez les laisser faire? Car ce n'est pas tout. Ils ne promeuvent pas simplement richesse et beauté, mais hétérosexualité et exclusivité. Moi, j'en ai plein des princesses. Je les aime toutes. Et ça, le prince charmant, il n'est pas très d'accord non plus. Et malheureusement pour moi et pour beaucoup d'autres, il est maître en ce monde. Car je pense pouvoir dire que l'on vit bien dans un conte de fées. Pourquoi? Car toutes les normes qui y sont associées sont encore bel et bien valorisées dans notre société. Je vis dans un monde qui choisit à ma place qui dois-je chérir et aimer. Et qui me sanctionne si je ne me soumets pas. Je fais partie de ces monstres que le prince charmant combat et abat dans les contes.
Mais c'est lui qu'il nous faut combattre. Lui et toutes ses injonctions. Car je peux vous l'assurer, pour le moment, dans notre monde de contes de fées, c'est pas très charmant d'aimer une princesse. Merci. Bravo Solène, vraiment bravo. On va passer au deuxième sujet de cette soirée. C'est un sujet qui va nous appeler au voyage. Il s'agit Elon Musk est-il le nouvel Ulysse par Camilla Béredad et Baptiste Vignal. Alors Baptiste se prépare et on passe tout de suite au discours de Camilla. Elon Musk est-il le nouvel Ulysse à la positive? C'est à toi Camilla. Elon Musk, il vient de Mars. Et vous me direz, mais non, enfin, il n'est pas né en mars, mais le 28 juin. Et je vous répondrai que déjà, on n'est sûr de rien, et que ce que je veux dire, c'est qu'il est originaire de la planète Mars. Et comme le disent d'ailleurs, il ne cherche rien d'autre qu'à rentrer chez lui. Ah, je vous entends déjà. Mais mademoiselle, si, vous parlez comme ça, mais mademoiselle, bien que vous ayez l'air pleine d'humour, pleine de culture, pleine d'intelligence, pleine d'imagination, pleine de charme. On avait dit quoi d'autre, maman? Ah oui, pleine d'imagination, pleine de charme. Et que vous gagnerez sûrement le premier prix de ce concours, il n'en reste pas moins que ce que vous dites n'a aucun sens. Elon Musk ne peut décemment pas venir de Mars. Eh bien si. Et c'est justement pour ça que c'est le nouvel Ulysse. Ils ont la même vie, le même destin. Prenons Ulysse. Il a eu une enfance heureuse et a grandi avec sa mère, qui se prénommait Anticlée. Bon, c'est vrai que du coup, il se faisait cambrioler souvent, il faut dire qu'elle ne fermait jamais les portes. Pourtant, Ulysse avait une sacrée poigne et tout le monde le respectait. Il devient ensuite roi d'Ithaque, épouse Pénélope. Cherchez pas, Pénélope n'a pas d'emploi, ce récit n'est pas fictif. Et ils ont un fils. Tout va bien, sauf que la cité de l'amour, ah non, c'est pas ça son prénom. Ah oui, Paris, un prince troyen, kidnappe Hélène, sans les garçons d'ailleurs, pourtant il y avait les filles d'à côté. À la une, à la guerre de Troie. Ulysse prend part au conflit et soutient ses amis Agamemnon et Ménélas. Ménélas, accessoirement le mari d'Hélène. Ulysse, célèbre dans la Grèce entière pour son esprit stratège et rusé, mettra 10 ans pour trouver l'idée du siècle, ou de la décennie plutôt, le fameux cheval de Troie. La guerre est finie, chaque habitant de Troie est massacré, tout est bien qui finit bien, quoi. Il est temps de rentrer chez soi. En quittant Troie, Ulysse croise Agamemnon et Ménélas qui lui disent « Hé Ulysse, ça te dit de prendre le TGV pour rentrer? Avec la carte famille, on a une place en plus. Et puis ça tombe bien, Ithaque est juste en face et le train il fait escale. » Ulysse décline l'offre. « Non, non, merci les gars, c'est gentil, mais les TGV c'est toujours en retard. Et puis je suis pressée, je vais prendre mon bateau, ce sera plus rapide. 10 ans. » Ulysse mettra 10 années à rentrer chez lui. Dont 7 passés sur l'île de Calypso, où il découvre un tout nouveau peuple, celui des lotophages. Faisons ici une pause dans le parcours d'Ulysse. Il était nécessaire de recontextualiser son Odyssée pour ensuite pouvoir faire un parallèle avec notre entrepreneur sud-africain, le Martien. Oui, Elon Musk vient de Mars, qu'il a dû quitter il y a déjà longtemps, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, il a le droit à sa vie privée après tout. Et il vit sa propre Odyssée, non pas en Méditerranée, mais dans notre galaxie. Et si vous suivez, vous l'aurez deviné, il en est à l'étape de l'île, dans son cas, la Terre. Comme Ulysse, Elon a découvert un tout nouveau peuple merveilleux, nous. Et comme Ulysse avant lui, Elon cherche à quitter l'île qu'est la Terre afin de retrouver sa femme et son fils sur Mars. SpaceX, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un site pornographique pour astronautes, ce n'est pas non plus une entreprise de conquête spatiale. C'est simplement un moyen pour lui de construire un engin qui lui permettra de nous quitter. Et personne ne s'en rend compte.
Dès qu'il aura réussi, il partira. Ne croyez pas qu'il restera ici une seconde de plus, je veux dire. Même Ulysse a fini par quitter son île, et pourtant, il vivait entouré de nymphes et on lui proposait la vie éternelle. Nous, Elon, ce qu'on peut lui proposer, si, on a quelques bons restos. Non, c'est fermé. Une sortie au ciné entre potes, c'est toujours sympa. Non, c'est fermé aussi. Qu'est-ce qu'on a et qu'il n'aura pas sur Mars? Si, le ski c'est top et puis ils n'ont pas ça sur Mars. Non, c'est fermé aussi. Oui, il partira. Et puis c'est normal, vous le savez aussi maintenant, Elon et Ulysse ont le même destin. C'est donc normal qu'il veuille rentrer chez lui. J'ai des informations qui m'indiquent qu'il ne va pas tarder à s'en aller. Souhaitons-lui d'ailleurs bonne chance et bon courage pour ces derniers instants parmi nous. Elon, si tu te caches parmi l'une de ces cases noires, du courage, il en aura besoin. Car en ce moment, il n'a sûrement rien d'autre à faire que de se connecter sur Zoom pour écouter des gens disserter sur des sujets franchement miteux et qui feraient mieux de sérieusement considérer une inscription sur Mythique. Bravo Camilla pour ton discours vraiment très drôle. On va passer du coup à la négative de ce sujet avec Baptiste. Le sujet, c'est toujours Elon Musk est-il le nouvel Ulysse? Et c'est à la négative. Baptiste, c'est à toi quand tu veux. Savez-vous ce qu'est un fer à cheval poli? Non, pas d'idée? C'est un Ulysse. Et savez-vous ce qu'est un milliardaire égocentrique, orgueilleux, arrogant, convaincu que ses rêves d'enfant permettront de sauver, d'améliorer l'humanité? Certainement pas un Ulysse, mais bien Elon Musk. Savez-vous ce qu'est un Ulysse? Un Ulysse est une personne capable de lutter contre l'ordre établi, car il est injuste, car il est inique, car il est malhonnête, tout en acceptant de n'être personne. C'est par dégoût, rejet et incompréhension qu'Ulysse a défié les dieux. Il ne doutait pas de leur existence. Comment l'aurait-il pu? En effet, entre Athéna qui débarque tous les quarts d'heure, Poséidon qui a au moins 3 dents contre lui, et son voyage en enfer, il est compliqué de douter de l'existence des dieux. Non, il s'est révolté, il les a défiés, car il les trouvait injustes. Ne nous voilons pas la face. Pénélope elle-même n'aurait pas la patience de tisser un voile aussi grand. Nous ne sommes pas libres. Tout comme les dieux déterminaient Ulysse, la valeur détermine notre monde. La valeur, le succès. Elon Musk n'a que ça en tête. Il s'est bâti sur un ordre établi jusqu'à en devenir la charpente. Il souhaite proposer du tourisme spatial. Quel autre exemple d'abus du libéralisme vous faut-il pour comprendre qu'il ne souhaite que satisfaire la demande des plus riches? Une voiture qui se conduit seule? Des implants avec l'intelligence artificielle? Nous voilà bien loin du petit cheval de bois. Mais sait-il que certaines choses n'ont pas de prix? La santé, l'amour, la gloire. Peut-être que, comme pour les étudiants de GEM, il serait bon de le lui rappeler. Quant à n'être personne, Musk en est bien loin. Un cyclope borgne serait capable de le garder à l'œil. Un but de lui-même, n'ayant foi qu'en sa personne, il est à la limite de la cirrhose. De quoi, ma foi, s'offrir un beau bouquet pour lui-même. Son combat n'est en rien dénué d'intérêt.
Il ne croit pas seulement sorti de la cuisse de Jupiter, il veut son trône et y est récemment parvenu. Il préfère ainsi attirer l'attention par des petites démarcations, comme par exemple envoyer sa voiture en orbite. Imaginez le malus de l'assurance auto. Il vient aussi en aide à des enfants coincés dans une grotte, en fabriquant un sous-marin à partir d'une fusée. Quoi de plus pratique pour se faufiler dans un sous-sol sinueux? Il est à la recherche de l'immortalité promise par Calypso, à la conquête de Mars lui-même, et il a la solution à la fameuse question de Vianney: mettez où? Il n'a qu'une volonté, être notre unique Dieu, salvateur et miséricordieux, acclamé et aimé de tous. Un Ulysse aujourd'hui, c'est tous ces philanthropes qui n'attendent pas d'avoir leur plaque dans la cage d'escalier de la salle des fêtes. Ceux qui donnent au reste du cœur sans demander la facture. Ceux qui disent « Sauvez les Ouïghours » sans porter de Nike ni avoir de Huawei. Malheureux qui, comme Musk, a fait bonne ascension. Malheureux qui, comme Musk, a vu sans douter. Malheureux qui, comme lui, ne voit que des pions. Qui a retrouvé sa solitude cosmique dont il ne peut se débarrasser. Ah, qu'est-ce qu'Ulysse a de la chance d'avoir Nono le petit robot? Non, Elon Musk n'est en rien le nouvel Ulysse. Quelques signes nous le laissaient déjà paraître. Entre Icar, Ithac et Icarios, il était bien plus proche d'Apple. Non. Mesdames et messieurs, je vous demande de ne pas voir en cette personne la preuve que nous sommes l'égal des dieux. Ulysse voulait prouver que l'homme pouvait s'affranchir des dieux. Elon Musk n'a Dieu que pour lui. Bravo pour ton discours, Baptiste. Nous avons donc déjà fait les 4 premiers discours de la soirée. On va faire une pause d'à peu près 15 minutes et ensuite on passera aux 2 derniers sujets de notre soirée. Alors super, tout va bien. On a le jury qui est revenu. Rebonsoir. Du coup, on va passer à la deuxième partie de la soirée, aux 4 derniers discours, à commencer tout de suite par le sujet « Il vaut mieux être éveillé dans un rêve qu'endormi dans la réalité ». Et ce sujet sera traité d'abord par Moira et ensuite par Noémie. Donc on commence par écouter Moira à la positive sur le sujet « Il vaut mieux être éveillé dans un rêve qu'endormi dans la réalité ». C'est à toi, je t'en prie. Jiangxi s'éveille. Oui. Il ne vivra qu'une journée, mais la couleur de ses ailes et le nectar des fleurs valent mieux que 1000 vies. Il ne vivra qu'une journée, mais alors qu'il danse dans le vent, c'est sa vie de mortel qui lui semble éphémère et sa vie éphémère qui lui semble infinie. Et alors il s'enivre du sucre des jonquilles et il trouve l'amour dans un coin de prairie. Puis l'être, aux ailes de soie, s'endort, et dans ses songes, il rêve qu'il est Zhuangzi. Le philosophe s'éveille. Est-il bien humain? Ou bien n'est-il qu'une illusion du rêve du papillon? Je m'endors, et soudain je transperce les nuages, je défie les éclairs. Le rêve ne vivra qu'une nuit, mais qu'importe, car le vent dans mes cheveux et la compagnie des oiseaux valent mieux que 1000 vies. Le rêve ne durera qu'une nuit, mais alors que je chute vers la lune,
C'est le crépuscule qui étincelle et l'aurore qui semble bien morose. Alors, je m'enivre de légèreté et je connais l'amour dans un coin d'univers. Et puis je me réveille, je n'ai aucune illusion. Je ne suis pas le produit du rêve du papillon. Je sais que je n'ai jamais pu voler et pourtant j'ai le sentiment d'avoir les ailes coupées. Alors je ferme les yeux de nouveau et je me dis que si je le souhaite très fort, je serai transportée dans un monde où tout reste encore à faire, où je n'aurai guère de quoi survivre, qu'un couteau de chasse et qu'une gourde. Mais qu'importe, puisque je serai libre. Ce monde sera peuplé de créatures magiques et avec elles, je partirai sur des chemins forestiers et mystiques. Et alors que la réalité se rappelle à mon beau souvenir, je ne sais même plus apprécier ni le chant des oiseaux, ni la douceur de l'air. Dans ce monde trop réel, rien ne soulage ma poitrine de l'ennui qui l'étreint. Je n'ai plus ni envie ni entrain. Et je traîne une âme léthargique dans un monde soporifique. Alors, je referme les yeux et je m'envole dans ce pays où rien n'est impossible, où je porte une épée à la ceinture, un arc en bandoulière, où je marche pendant des heures au travers de forêts millénaires. Alors, je referme les yeux et je m'envole pour ce pays où l'on chevauche des griffons, où l'on pourfend des dragons, et où le temps ne change rien d'autre que les saisons. Et alors que la réalité se rappelle à mon bon souvenir, je suis de nouveau en cage. Le gardien raille ma rêverie. Son teint est terne, sa moue me dégoûte. Il agite le trousseau pour que j'entende distinctement deux clés s'entrechoquer. L'une s'appelle mourir et l'autre délirer. Alors qu'il existe un pays où le bois de deux bateaux battant pavillon noir gémissent à l'unisson, le temps est suspendu au mât. Le doux clapotis des vagues, c'est tout le sang que porte l'air. Le cri lointain des sirènes annonce la boucherie à venir. Ma main droite quitte le gouvernail et se pose. Elle se pose sur le manche de mon sabre. Et enfin, de vagues humaines déferlent et se déchirent, et les canons transpercent la cale et les panses. Et alors je sors des bras de Morphée et mon corps est amorphe. De nouveau, mon esprit en est comme engourdi. La vie est ce cauchemar où il tente de fuir, mais où nos pas sont lourds et nos gestes pâteaux. Alors, dans le désœuvrement d'une cage dorée que tant appellent pourtant de leur vœu légitime, je me résigne à me débattre avec la réalité. Que m'apporterait la violence si je me sentais vivre? Que m'apporterait le sang si je sentais mon cœur battre dans mes veines? Que m'apporterait la douleur si enfin j'existais? Je préfère être éveillée dans un rêve qu'endormie dans la réalité. Je préfère mourir dans un rêve que dépérir dans la réalité. Merci à tous. Bravo Moira pour ton discours et aussi pour ton fond qui nous a vraiment bordé. On va tout de suite du coup passer à la négative de ce sujet par Noémie. C'est toujours le même sujet. Il vaut mieux être réveillé dans un rêve qu'endormi dans la réalité. Et c'est Noémie à la négative. C'est quand tu veux. Bonsoir, vous m'entendez? Ok, super. Alors, le soir, avant de dormir, et le matin, quand je me réveille, je passe de longues minutes entre le jour et la nuit, encore endormie, à penser.
Ça m'arrive aussi pendant la journée. Je suis dans ma bulle, j'observe les gens ou je m'observe moi-même. Je dois donner l'impression d'être ailleurs, sur une autre planète. Heureusement, je pense, donc je suis. Je pense ce monde, donc je suis de ce monde. Quand je pense, je fais exister le monde extérieur dans ma tête. Et d'ailleurs, existe-t-il seulement en dehors de nos pensées? Nos réalités, c'est ce que nous percevons du monde. Ce qu'on ne pense pas, ce qu'on ne dit pas, ça n'existe pas. Pas pour nous, et peut-être pour personne. On a tous nos propres réalités. Si tu vis chaque jour de ta vie sans penser, sans voir ou sans vouloir voir la pauvreté, sans la connaître, sans que ce concept ne te traverse l'esprit, eh bien, dans ta réalité, la pauvreté n'existe pas, non? Puis il y a la vraie vie, la vraie réalité à laquelle personne n'a totalement accès car on ne peut pas saisir l'entièreté du monde. Quand la réalité devient trop dure, on peut choisir ce qu'on fait entrer dans nos têtes. Quels événements de nos vies vont être objectivés par nos pensées et alors exister pour de bon. Parfois, on ne choisit même pas de manière consciente. Ça s'appelle le déni. Pour penser tes blessures, tu choisis de ne pas penser. Alors, être endormi dans la réalité, c'est se protéger, c'est mettre son cerveau sur pause, c'est fermer les yeux très fort, mettre un voile sur ce que tu ne veux plus voir parce que ça fait trop mal. Je vous parle de la souffrance qui te fend les tripes, te nécrose de l'intérieur. C'est un peu de mercurochrome dans les neurones pour trouver le calme. Tu peux aussi dormir pour de vrai, pour quitter le temps de quelques heures ce qui te ronge. Ça permet alors de vivre mieux, mais parfois même seulement de survivre. Tu es donc endormi dans la réalité, mais au fond, ça ne concerne que toi. Ta main sur mon cul, si ça me traumatise, mais que je décide de faire comme si de rien n'était pour me protéger, c'est mon droit. Si je ne sors jamais la nuit car j'ai peur, je fuis la réalité, certes, mais c'est car ceux qui sont dehors sont une menace. Si je mets des années à parler de ce que tu as fait, c'est bien parce que parler fait exister et que je préfère faire comme si rien n'était arrivé parce que c'est trop dur. C'est mon droit. En revanche, si je décide de parler mais que toi, tu minimises et tu refuses d'accepter ce que cette action fait de toi, alors tu nies la réalité, tu t'en crées une et tu penses que c'est la seule légitime. Mais la vérité éclate au grand jour. Tu nies, tu t'offusques, on te fait taire, car tu mens, tu fais souffrir et tu as été protégé déjà trop longtemps. Tu cries à qui veut l'entendre l'injustice dont tu es victime. Tu fais sûrement un post sur Facebook te plaignant de ce monde de radicalité où l'on ne peut plus rien dire. D'autres n'ont jamais pu rien dire. Toi aussi, au fond, tu refuses de voir certains aspects de la réalité pour te protéger, toi aussi, en soi. Mais tu veux l'imposer aux autres. Tu n'es pas le seul. Ensemble, vous vivez dans votre rêve où vous êtes protégés. Vivre éveillé dans un rêve, c'est occulter au réel ce qu'on ne veut pas voir, car cela ne nous arrange pas. C'est moduler son monde en retirant du réel la souffrance des autres. C'est donc aussi vouloir moduler la réalité des autres. Il faut dénigrer leur souffrance, la faire taire pour qu'elle n'existe pas et qu'elle ne nous importune pas. C'est vivre dans l'illusion, croire que c'est la vraie vie et que tout le monde n'y voit que du feu. Alors oui, je préfère endormir mes pensées pour me protéger car cela n'implique que moi et ma réalité. Et puis lutter en dehors pour que le monde change, plutôt que lutter pour que ma réalité devienne monde. Nier les souffrances des autres ne rend pas les coupables de ces souffrances moins coupables. Alors oui, on cherche tous à se protéger. Mais je crois qu'il est temps de redescendre du pays imaginaire, d'ouvrir les yeux, d'assumer, d'avancer. Vous savez, la réalité court plus vite que vous, coincé dans vos rêves, et elle vous rattrapera. Merci.
Bravo et merci pour ton discours, Noémie. On va donc passer immédiatement au tout dernier sujet de la soirée, au tout dernier discours. Ce dernier sujet, c'est « Le mythe aujourd'hui est une pub pour parfum » et il sera traité d'abord par Manon et ensuite par Marie-Sara. On accueille donc tout de suite Manon qui, à la positive, traite du sujet « Le mythe aujourd'hui est une pub de parfum ». Manon, c'est quand tu veux. Allez les enfants, les dents, pipi, une histoire et au lit. J'ai pour vous ce soir une belle histoire. C'est l'histoire d'un monde terne, ennuyant et sans espoir. Un monde où les humains sont enfermés dans un cercle infernal, où ils vivent une vie de métro, boulot, dodo. Ils mènent leur vie, mais leur vie ne mène à rien. C'est un monde terne, ennuyant et sans espoir. La situation ne peut pas durer. La déesse et Chanel décident d'élaborer une stratégie des plus raffinées pour raviver la flamme éteinte dans l'œil des humains. Quel est le but ultime de leur vie? Elle doit leur donner une raison de vivre. Alors, la déesse Chanel expose sa beauté partout, de l'affiche dans le métro à l'interlude publicitaire de votre émission télé. Quand, soudain, sa rivale, la déesse Dior, décide de lui faire concurrence. Élégante, si jolie, elle se montre en train de traverser les châteaux les plus majestueux, de s'inviter aux fêtes les plus prisées et de s'aventurer dans la ville la plus courtisée, Paris. Les deux déesses, par leur compétition, inondent les médias et les humains ne voient que ça. Enfin, les hommes et les femmes malheureux ont trouvé un but à leur misérable existence. La beauté et l'opulence. Eux aussi veulent faire la fête à Versailles. Eux aussi, comme Dior et Chanel, ils veulent être beaux et riches. Morale de l'histoire, les enfants, pour vivre bien, n'ayez pas d'amis, ne mangez pas de chocolat, n'allez pas à la plage, non. Achetez du parfum. Ça, c'est le mythe véhiculé par les pubs pour parfum. Je vous parle de mythe, d'abord parce que c'est mon sujet, mais aussi parce que c'est vrai. Toutes les caractéristiques d'un mythe se retrouvent dans une pub pour parfum. Alors, voyons cela ensemble. Un mythe, c'est d'abord une histoire à visée explicative. Depuis toujours, les mythes expliquent aux hommes des phénomènes incompréhensibles. La mythologie antique explique la création de la terre, des hommes, des saisons. Jusqu'à là, tout va bien. Mais aujourd'hui, le mythe véhiculé par les pubs pour parfum est tout autre. C'est les déesses Dior et Chanel qui nous expliquent qu'on devrait rechercher l'opulence et la beauté dans notre vie. Toutes les pubs pour parfum nous montrent la même beauté. Ces publicités participent à la création de standards de beauté truqués. On ne voit que ça partout. Et les adolescents grandissent avec l'idée qu'un corps qui ne correspond pas à ces modèles des publicités n'est pas beau. C'est ça que nous expliquent les pubs pour parfum. Les mythes ne sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient. Un mythe, c'est une histoire qui nous explique la vie, mais pas que. Un mythe, c'est bien plus encore. C'est une histoire idéalisée qui met en scène des héros et héroïnes fantastiques. Les personnages des pubs de parfum sont de parfaits petits Ulysse. Ils sont personne, car ils ne sont personne dans notre réalité. Les femmes ont un nez fin et des lèvres pulpeuses, mais pas trop. Elles ont des fesses bombées et une poitrine gonflée, mais pas trop.
Et les hommes ont des abdominaux et des biceps dessinés. Mais parfait finalement. Or, ces personnages, ça ne coïncide pas vraiment à la réalité. Regardez-vous. Vous reconnaissez-vous dans ces portraits? Le saviez-vous? Les mythes sont l'expression de nos désirs refoulés, des fantasmes collectifs inatteignables. Je suis désolée si je brise les rêves de certains, mais ce que vous voyez dans les publicités, c'est du pipeau. Une situation où soudainement ton corps correspond à des critères de beauté sévères, où le champagne coule en abondance, où les hommes et les femmes dansent dans une ambiance d'effervescence, où, messieurs, il suffit de s'asperger de parfums trop odorants pour devenir soudainement un Don Juan. C'est un mythe, et le mythe, c'est du pipeau. Si je ne vous ai pas encore convaincu que le mythe aujourd'hui est une pub pour parfum, dites-vous que dans ces publicités, des gens se côtoient et font la fête parfois. Mais jamais, au grand jamais, leurs beaux visages calibrés ne sont couverts de ces petits bouts de papier. Bravo Manon, bravo. On va donc désormais passer au dernier discours de la soirée par Marie-Sara. C'est le même sujet. Le mythe aujourd'hui est une pub pour parfum et c'est à la négative. C'est à toi Marie-Sara. Disclaimer. Ce discours a été très largement inspiré par un essai philosophique et sociologique écrit par Roland Barthes en 1957 et publié aux éditions du Seuil. Pour toute contestation d'arguments, merci de joindre Roland Barthes au numéro de l'au-delà, 06 666. Tout appel sera surtaxé d'au moins un devis en moins. Bonne écoute. Quel est le point commun entre une pub pour parfum, le duo steak frites et les martiens? Réponse. Ils sont tous des mythes d'aujourd'hui et ils sont loin d'être les seuls. Quoi de mieux pour clôturer la finale d'un concours d'éloquence au sujet des mythes que de vous dire qu'on est entouré de mythes partout? Parce que oui, la pub pour parfum est un mythe. Mais en revanche, il est faux, très super faux et super méga archi faux de ouf que de dire que la pub pour parfum est le mythe d'aujourd'hui, comme si c'était le seul. On est entouré de mythes parce qu'un mythe est un phénomène de normalisation. Il nous fait croire que quelque chose est nécessairement normal, banal, alors que non. Le steak frites est un mythe, parce qu'on croit que nécessairement steak va avec frites et frites va avec steak, et parce qu'on croit que nécessairement on trouvera toujours un steak frites au restaurant, comme si c'était complètement normal. L'image qu'on a des martiens est un mythe, parce que quand on dit martien, on imagine nécessairement un homme vert un peu humanoïde qui vient juger la Terre depuis sa soucoupe volante, comme si c'était complètement banal. La pub pour parfum est un mythe. Mais il y a des mythes encore plus capitaux. Il y a des mythes encore plus perfides. C'est un des plus grands fléaux de notre société actuelle. Un fléau dont personne ne parle, mais qui pourtant ravage les cœurs comme la lèpre ravageait la peau. Un fléau qui nous suit comme une ombre dans la nuit. Un fléau qui nous enferme, nous isole et nous conditionne. Ce fléau, c'est le mythe de l'orgasme vaginal. Alors, oui, je sais que la plupart d'entre vous espériez que je jette gentiment ce sujet sous le tapis et qu'on parle plutôt de steak frites pendant 5 minutes. Mais
vous voyez, je passe la dernière ce soir à ce concours. Autrement dit, et c'est complètement normal, il y a à tout casser peut-être encore une personne qui m'écoute ce soir. Donc, à toi, c'est à toi que je parle. Écoute-moi bien, parce que c'est super important. Un des plus grands mythes aujourd'hui, un des plus importants à déconstruire, c'est le mythe de l'orgasme vaginal. Pendant des années, on a représenté les femmes dans le porno comme ayant des orgasmes avec juste une pénétration vaginale. Alors qu'en vrai, quand on demande à des personnes ayant un vagin comment est-ce qu'il ou elle atteignent habituellement l'orgasme, on voit que 14% n'en ont jamais eu, 38% jouissent par seule stimulation clitoridienne externe, 40% jouissent par stimulation clitoridienne interne et externe, et seulement 8% par pénétration vaginale. 8%. Alors à toi, seule personne qui m'écoute encore à ce stade du discours. L'orgasme vaginal est un mythe. Une personne ayant un vagin va probablement jouir grâce à son clitoris. Le clitoris est ton ami. C'est pour ça qu'il est faux de dire que la pub pour parfum est le mythe d'aujourd'hui, comme si c'était le seul nécessaire à déconstruire. En fait, quoi de mieux pour clôturer un concours d'éloquence au sujet des mythes que de vous dire qu'on est entouré de mythes partout et que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comment on fait attention? Quoi de mieux pour finir un discours qui clôture lui-même la finale d'un concours d'éloquence au sujet des mythes que de vous dire: si tu veux déconstruire la tonne de mythes autour de toi, parle. Bravo! Ah, bravo! Bravo à toi, Marie-Sara, et bravo à toutes les candidates et aux candidats. Vraiment, on fait un concours d'éloquence en ligne et vos discours sont super. Bravo et toutes et tous. Il est désormais 21h11. Ce que je propose du coup aux membres du jury, c'est que je vous remette dans la salle séparée dans laquelle je vous avais enfermé gentiment, et que d'ici à une demi-heure, 40 minutes, je reviendrai vous voir vers voilà, 21h40, voir où vous en êtes. Si vous avez fait votre choix du podium plus tôt, vous pouvez revenir, mais voilà, vous devez vous concerter et choisir les 3 meilleures personnes. Vous avez une question? Si on a fini au bout de 30 minutes, comment on te fait signe, Julien? Alors, du coup, vous pouvez normalement revenir de vous-même dans la conversation principale. Au cas où, je vais envoyer Lorraine Viguier avec vous, qui sera undercover, comme disent les Anglais, et je sais que le dire en anglais. Mais du coup, c'est elle qui pourra me dire au cas où pour vous faire rentrer. Voilà, Lorraine, si c'est possible pour toi de rester avec eux, ça peut nous aider à régler ce problème-là. Donc, je vous mets du coup dans cette salle pour décider du podium. Bien, du coup, je vous en prie, après cette délibération, du coup, qui vous a même pas fait trop de temps, on discutait tranquillement nous aussi en vous attendant et on est très impatient de savoir quel est le podium que vous avez décidé, quelles sont les 3 premières personnes que vous avez décidé de mettre en valeur. Du coup, je vous laisse la parole pour nous annoncer les résultats de cette finale. Alors, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps parce que c'est aussi beaucoup ça que vous attendez. Donc, je vais dire tout de suite les 3 noms que nous avons retenus. Puis après, on va chacun dire quelque chose sur ce qu'on a vécu avec vous et grâce à vous ce soir, parce que c'est aussi la chose importante. Il y a le côté concours
Et puis, il y a tout ce que vous avez fait et tout ce que nous, on a ressenti et qu'on a envie de vous renvoyer. Alors, dans l'ordre de préférence du jury, c'est tout d'abord Noémie qui nous a beaucoup touchés. Ensuite, bravo Noémie, voilà. Ensuite, c'est Solène qui nous a également beaucoup touchés. Bravo Solène. Bravo. Et puis, c'est Marie-Sara qui conclut brillamment ce podium à 3 et on la félicite très chaleureusement, elle aussi. Mais ça, c'est le côté jeu, hein, c'est-à-dire que on fait un concours. Ce concours, il est déclencheur d'énergie, il est déclencheur d'envie, hein, d'envie d'agir. Mais je voulais vous dire que ce que vous faites, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour nous. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que nous sommes vraiment admiratifs devant la manière dont vous avez pu créer des mondes avec une grande cohérence, beaucoup de talent, des choses extraordinairement différentes. Quand on sait dans quelles conditions les étudiants vous travaillez en ce moment, on est même doublement admiratif, hein, parce que vous êtes dans des conditions qui sont difficiles, le temps présent est difficile, le futur est un peu, il n'est pas évident, il est un peu incertain, et malgré ça, vous mobilisez sur quelque chose qui pourrait être futile, mais l'homme ne vit pas que de pain. Hein. Prendre la parole, se lever devant un auditoire, parler en son nom, mais aussi au nom de tout un groupe, c'est un geste anthropologique fondamental. Donc, quand vous faites ça, eh bien, je suis ravie que vous le fassiez, que vous ayez ce talent, ce culot, ce courage. Parce que je ne sais pas si je l'aurais. Hein. En tout cas, il y a toujours un moment dans la vie où on perd ça. Hein. Et vous êtes à un moment où vous ne l'avez pas encore perdu. Donc, gardez-le, c'est extrêmement précieux. Et c'est pour ça que c'est important pour nous. Moi, chaque fois que je vois des jeunes comme vous, qui osent, qui y vont, qui déploient tous ces talents, je me dis, j'ai dû être un petit peu comme ça quand j'avais 20 ans. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, c'est peut-être devenu parce qu'à un moment donné, la vie, elle vous conduit ailleurs et puis vous allez moins vous exprimer. Et donc, je vous encourage à cultiver vos talents, à vous exprimer et à vous appuyer sur la force de ce que vous avez fait ce soir. Parce que vous n'avez pas seulement affronté un public, vous avez aussi affronté une caméra, vous avez aussi affronté une forme de solitude. Et malgré ça, je vous assure que nous étions littéralement scotchés à notre écran et on était vraiment en communication avec vous. Donc, bravo à vous et encore bravo aux organisateurs. Et Cécile et Benoît aimeraient également vous dire quelque chose. Cécile, vas-y. Non, vas-y, et puis je terminerai. Je vais m'adresser à tout le monde. Clémence, surtout, tu gardes ta fraîcheur et ton dynamisme. Voilà, c'est pour toi, Clémence. Solène, garde cette beauté de silence. Je pense que tu es assez discrète dans la vie, mais vas-y, parce que les silences vont te rendre forte. Camilla, vas-y, continue. Écris même. Continue. Continue, joue avec la vie et les personnages. Baptiste, waouh, fais confiance à ta structure, à ton raisonnement. Tu es très fort là-dedans. Fais confiance à ça, vraiment. Ta pensée va te mener loin. Moira, tu écris à Grand Corps Malade, s'il te plaît, tu lui dis que tu existes. Voilà, tu fais ça. Hein. Bon, bref, t'es écrivaine, vas-y, t'es une belle poétesse. C'est exprès que je le mets au féminin, pour un clin d'œil à Lorraine. Ah, oui, c'est ça, oui. Je mets voilà, le féminin en avant. Noémie, tu as une discrétion puissante. Fais confiance à ça. Et avec une belle pensée. Manon, continue et emmène-nous dans tes histoires.
Ouais, joue, et structure voilà, vas-y, continue les concours d'éloquence parce que tu as plein de choses à dire. Joue avec toi-même et joue avec ta pensée. Et vas-y, continue. Tu as une fraîcheur aussi qui est très agréable à vivre et à ressentir. Et Marie-Sarah, tu es une belle musicienne. Rupture de ton, de registre, de voix. Et bon, il y a un côté engagé qui est fortement appréciable. Donc vas-y, surtout ne change pas. Enfin, et à la positive, reste comme tu es. Voilà. 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 Et à mon tour, d'abord merci. Voilà, merci parce qu'on a passé un moment extraordinaire et en une période particulièrement difficile. Ça fait du bien de voir, hein, c'est ce que nous nous sommes dit, les membres du jury, que finalement, dans une société où on croit parfois qu'il faut frapper fort, être dans l'exhibitionnisme, c'est celui qui parle le plus, qui tape le plus fort, c'est pas lui forcément qui l'emporte et qui, voilà, on n'est pas forcément dans la société du spectacle, et que la vraie force, hein, la vraie force oratoire, elle se niche dans les jeux sur les mots, dans les ruptures de ton, dans les contrastes, dans les niveaux de langue, dans tout ce que vous avez fait ce soir. Et ça, pour nous, c'est le plus beau des encouragements, c'est-à-dire que gardons le cap, tenons le choc, mais toujours en faisant confiance aux mots et à l'auditoire. C'est-à-dire que l'auditoire, il est là, il vous écoute et à tout moment, vous pouvez le toucher. Et il est prêt à vous suivre, il est prêt à se laisser embarquer. Et vous y êtes vraiment tous bien arrivés ce soir. Voilà. Et Julien, toi qui as organisé tout ça, alors comment tu as vécu cette... Écoutez, déjà, merci pour vos mots. Si vous dites que ça vous a fait plaisir, bah, nous aussi. Ouais. C'est super. Bon, c'est vrai que c'est mon nom qu'on voyait à la fin des mails, mais il y a aussi Lorraine qui m'a aidé, Clément et Lucas aux sélections, et puis bien sûr bah, les personnes du Festival Mythe, Mathilda et Julien, qui très tôt dans l'année nous ont fait enchaîner les réunions pour vraiment bien cadrer ce concours d'éloquence. Du coup, vraiment, merci Mathilda et merci Julien. Moi, comment je l'ai vécu? Bah, écoutez, je suis content, on a fait une super soirée ensemble. Du coup, le podium, si je le redis bien, c'est en troisième place Marie-Sarah, en deuxième place Solène et en première place Noémie, c'est bien ça. Donc du coup, les lots qu'on vous avait déjà annoncés, je peux vous les répéter. Du coup, Marie-Sarah, tu gagnes Dynamite. Dynamite, oui, c'est Dynamite, c'est un jeu de mots. Waouh! C'est un jeu de mots entre Dynamite et Dynamite de Anne-Lise Heurtier. C'est un livre qui parle des expressions quotidiennes liées au mythe et qui les explique. Solène, toi, tu gagnes une super bande dessinée qui s'appelle Ulysse, les chants du retour de Jean Aramba, pardon. Et il me semble bien qu'il y a un atelier prévu sur cette bande dessinée au cours du Festival Mythe. Alors, inscrivez-vous à cet atelier. Et enfin, du coup, Noémie, j'espère que tu aimes bien la mythologie, car tu te retrouves maintenant avec 3 ouvrages, 4 ouvrages même, pardon, les feuilletons d'Hermès, d'Ulysse, d'Artémis et de Thésée, de Muriel Zac, et qui vont du coup chacun t'expliquer 100 épisodes de la vie de chacun de ces héros-là. Du coup, bravo à toutes et tous, bravo pour vos discours. Comme j'ai pu vous le dire, du coup, pendant la pause, on a fait un concours d'éloquence à un moment T, il y a un jury qui prend une décision à un moment T. Je pense que vous pouvez vraiment, chacune, être très fiers du discours que vous avez fait ce soir dans les conditions qui ont été les nôtres. Merci à vous. Merci encore au jury. C'est vraiment un soulagement pour nous de savoir qu'on peut compter sur des gens en ce moment. Et je pense qu'on peut tranquillement, du coup, clore cette soirée, à moins qu'il y ait, je sais pas, d'autres choses à se dire. Est-ce qu'il y a d'autres voix qui veulent s'élever, d'autres discours imprévus? Ah, j'ai un discours de 5 minutes, vous ne l'avez pas vu venir. Est-ce que quelqu'un veut faire ça? Non?
Non, je crois que ça va être bon. Eh bien, du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et tous.